Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer du modèle MCD au modèle MLD, autrement dit au modèle logique de données. Donc cette vidéo fait partie de la formation sur la création d'une base de données avec MySQL. Et donc précédemment, on a vu comment créer le modèle MCD et maintenant on va voir comment passer au modèle MLD. Et une fois qu'on aura fait notre modèle MLD, eh bien on fera le modèle physique et on n'aura en réalité pas grand chose à faire, vous allez voir, puisque on va utiliser un logiciel pour faire le MLD et ce logiciel nous permettra de convertir directement en modèle physique. Donc ce logiciel c'est quoi? C'est MySQL Workbench, donc c'est un logiciel qui est gratuit. Vous allez sur le site, vous cliquez sur télécharger, vous arrivez ici sur cette page. Si vous n'avez pas envie de vous loguer, vous cliquez directement ici sur non merci, juste démarrer le téléchargement. Le téléchargement se lance et donc vous récupérez ici le logiciel à installer et ensuite vous n'avez plus qu'à installer. C'est une installation entre guillemets Windows classique en faisant du suivant. À noter que le logiciel est également disponible pour d'autres systèmes d'exploitation puisqu'on l'a pour Linux ou encore pour le système Mac ou encore pour le système des Mac. Donc je vais faire l'installation. L'installation, elle est terminée. Ici, il me demande si je souhaite lancer directement le logiciel. Je vais indiquer non et hop, je vais quitter ma page. Je vais maintenant lancer le logiciel dans la recherche. J'ai juste à indiquer MySQL et je retrouve ici mon application. Je lance donc l'application, je patiente et on va donc repartir ici du modèle qu'on a créé précédemment avec le MCD. Donc ça, c'était la capture d'écran que j'avais fait à la fin avec un magnifique design. Et on va tout simplement repartir de ce modèle pour le créer directement dans le logiciel. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de notre MCD, on n'avait pas vraiment de détails. C'est maintenant qu'on va détailler les différents éléments. Par exemple, on va commencer par indiquer les différents types qu'on souhaite utiliser, le jeu de caractères, et on va donc créer les relations entre les tables. On va voir ça tout de suite. Ici, on voit qu'on avait créé des clés étrangères, ce que je vous avais dit, des clés étrangères et des clés primaires. C'est maintenant qu'on va tout modéliser directement dans le logiciel. Donc le logiciel, il est en anglais. Vous avez ici les différents paramètres. Vous pouvez aller dans Edit et Préférences et notamment dans ici Modeling MySQL. Alors désolé pour mon anglais, vous allez retrouver ici la version de MySQL que vous visez, donc vous pouvez modifier cette dernière. Et au moment où vous... Et donc pour commencer, on va aller ici sur l'icône qui va nous permettre donc de créer un modèle. Et je vais aller ici sur plus. Alors j'aurais très bien pu faire File et Nouveau modèle. Sinon on peut créer un modèle en cliquant sur le plus qui se trouve ici. Maintenant on va donc lui donner un nom. J'ai juste à faire un double clic ici sur MyDB et je vais indiquer le nom de la base de données. Je pourrais indiquer par exemple commerce. Ici je vais donc choisir le jeu de données qu'on va utiliser. Donc maintenant, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser de l'UTF-8. Ça va nous permettre d'éviter notamment les problématiques lorsqu'on va intégrer des données avec des accents ou différents caractères qui ne sont pas pris en compte dans d'autres langues par exemple. Donc avec l'UTF-8, on est tranquille. On a ici les différents UTF-8 qu'on peut utiliser, notamment si vous avez une langue en particulier. Imaginons par exemple qu'on ait de l'estonien, imaginons qu'on ait par exemple une base de données qui va être utilisée sur de l'estonien, ça peut être intéressant de cibler cette langue en particulier, mais sinon on peut utiliser l'UTF-8 Unicode. La différence avec ce dernier, c'est qu'il n'est pas sensible à la case, encore une fois, tout va dépendre de vos besoins. Maintenant que le nom est renseigné, je peux aller ici sur ajouter un diagramme, donc je vais double-cliquer dessus et j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. J'ai la possibilité de masquer la partie droite pour avoir un peu plus d'espace. Et je vais pouvoir commencer à créer ma première table, à modéliser en réalité ma première table. Donc je vais ici sur placer une nouvelle table. Je clique dessus et je vais faire un double clic au milieu de mon diagramme. J'ai en bas un champ qui vient de s'ouvrir et qui me demande le nom de ma table. Donc le nom de ma table, il se trouve ici. On va reprendre les éléments comme on les avait créés et ça va être la table client. Donc je vais indiquer client. Dans client, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici en premier une clé primaire, elle est soulignée. Et elle s'appelle donc ID client. Et on peut voir en faisant un simple double-clic ici sur la colonne, les différents champs qu'on va ajouter, ce sont des colonnes. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que lorsqu'on va ensuite regarder par exemple dans un logiciel comme PHP-MyAdmin, on verra nos tables qui sont sous la forme de colonnes et de lignes, un peu comme dans un tableur en réalité. Et donc ici ça prend le nom colonne. Et si je fais un double clic dessus, par convention, il ajoute le mot ID et le nom de ma table. Donc moi je vais juste ajouter une chose, c'est une majuscule
Moi généralement j'utilise des majuscules entre les mots pour les séparer. Et donc maintenant on va indiquer le type. Alors là vous avez vu que j'ai fait un clic en dessous sans faire exprès et donc automatiquement ça m'a ajouté un nouvel élément et on va le modifier par la suite, c'est pas grave. Maintenant on va aller ici pour ma clé primaire, ça a créé automatiquement une petite clé à côté. On a ici l'indication PK pour primary key. Ici on a différents attributs qu'on va pouvoir ajouter, on va en parler juste après. La première chose c'est le type. Donc généralement on va avoir différents types qu'on va pouvoir attribuer à nos données. Les principaux types, ce sont les int. Alors int, ça va être par exemple lorsqu'on a des chiffres. Varchar, c'est lorsqu'on va utiliser notamment des éléments avec des caractères. Par exemple, du texte pour faire simple. Ici, ensuite, on va avoir les décimales. Ça va être notamment très utilisé pour tout ce qui va être prix. Autrement dit, on va avoir un chiffre décimal avec des virgules. Datetime pour les dates. On en aura notamment besoin pour la commande, pour indiquer la date de la commande. Et datetime, l'avantage, c'est qu'on aura également l'heure lorsque notre client va passer une commande. C'est intéressant de savoir, bien entendu, le jour où il l'a fait, mais également l'heure à laquelle il l'a fait. Donc on a comme ça plusieurs éléments qui sont très utilisés. Moi j'utilise principalement ces 4 éléments. On a également texte, et comme vous avez pu le remarquer, en fait tout a été classé avec des catégories. Bon, ici on peut voir les différents formats de date. Ici, on va avoir les différents formats pour les points géométriques. Ici, pour les nombres. Ici, ça va être pour le texte. Donc, je vais pas tous les détailler. Vous pouvez trouver facilement sur Internet des explications pour chaque élément. Ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure, je vais créer donc les tables et je vais ajouter les éléments. Je vous expliquerai pourquoi j'utilise tel ou tel élément. Donc ici, pour notre ID client, ça va être un int. Alors, int, c'est quoi? C'est tout simplement un type de données qui va être numérique et qui va représenter un nombre entier. Ça veut dire qu'on peut aller d'un peu plus de moins 2 milliards à plus 2 milliards si on a laissé la possibilité d'avoir des négatifs. Sinon, on ira de 0 à un peu plus de 4 milliards. Donc voilà, ça laisse quand même la possibilité de renseigner un certain nombre de lignes dans notre base de données. Donc c'est pour ça qu'on va créer donc une clé primaire avec int. Je pense qu'on a une bonne marge en termes de clients. Ensuite, on a les différents attributs. Donc puisqu'on a une clé primaire, on doit cocher ici PK pour primary key, autrement dit clé primaire. Donc le premier élément de la table, eh bien on va indiquer primary key. Ensuite on va cocher not null. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait une donnée absente. Cette valeur ne peut pas être nulle. Un client a forcément un identifiant et donc on ne peut pas laisser cette information nulle. Si on a un client, il aura forcément un identifiant. Ensuite ici, c'est la possibilité que l'information soit unique. Autrement dit que chaque identifiant de client soit unique. Ça va être forcément être le cas puisqu'ensuite on va utiliser l'option AI, donc ça va forcément être unique. Donc j'ai pas besoin de cocher. Binary, c'est utile notamment pour la comparaison entre les mots sans la case, notamment par exemple pour les mots de passe. En l'occurrence ici, j'en ai pas besoin. Unsigned, ça veut dire que notre champ ne pourra pas avoir de valeur négative, uniquement des valeurs positives. Pour vous donner un exemple, si on utilise tiny int par exemple, ici en termes de type, c'est un champ qui va pouvoir stocker des entiers qui iront de 0 à 255. Si je coche unsigned, ça veut dire qu'on pourra aller de 0 à 255. Par contre, si je laisse décocher, ça veut dire qu'on peut avoir des valeurs négatives. On pourra donc contenir 255 valeurs, mais cette fois-ci avec des valeurs négatives. Donc on va partir de moins 128 jusqu'à 127. Ici, en l'occurrence, on va avoir uniquement des valeurs positives, donc on pourrait très bien le renseigner et le cliquer. Mais par défaut, ça va être fait automatiquement, donc en réalité, j'en ai pas vraiment besoin. Ensuite, on a ici l'option 0 file. Ça veut dire qu'on va remplir avec 0. En l'occurrence ici, j'en ai pas besoin non plus. On a AI, je vais y revenir à la fin. À côté, on a G pour la génération de colonnes. Alors, en fait, ça signifie que ça va être un champ qui va être calculé à partir d'une expression qui va faire référence à d'autres champs de la table. Alors ici, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais laisser également par défaut. Et par contre, on va revenir ici sur un élément très important pour ma clé primaire, c'est l'auto-incrémentation. Autrement dit, ça veut dire que pour chaque client que je vais ajouter, la clé primaire va être automatiquement incrémentée de 1. C'est-à-dire que si j'ajoute un premier client, il va avoir la valeur numéro 1. Puis si j'ajoute un deuxième client, je n'ai rien à faire, je n'ai même pas besoin de préciser la clé, ça va automatiquement lui ajouter la clé numéro 2 et il ne pourra pas y avoir de clé numéro 1. Si jamais je supprime la clé numéro 1, eh bien cette clé sera désormais inutilisable, elle ne sera plus jamais utilisée. Ce qui permet de ne jamais avoir de doublons. Et c'est pour ça que je préfère utiliser les clés artificielles plutôt que les clés
naturelle, c'est-à-dire que si par exemple on utilise une clé naturelle, ça peut être la référence d'un produit, mais si par exemple on supprime cette clé et que dans 6 mois une nouvelle personne dans la base de données ne le sait pas et renseigne cette référence pour un autre produit, eh bien ça peut créer des problèmes dans la base de données. Alors que si jamais on utilise une clé artificielle comme c'est le cas ici, auto-incrémentée, eh bien si jamais c'est supprimé, cette clé ne pourra pas être réutilisée. Et ça c'est tout l'avantage d'utiliser cette option et donc d'utiliser notamment une clé artificielle. Personnellement, je préfère utiliser ce type de clé. Voilà, donc on a vu les principaux attributs, on a vu également les différents types et maintenant on va pouvoir commencer à remplir nos différents champs. Donc on va voir notamment le nom. Donc le nom de notre client, ça va être un varchar, autrement dit ça va être des caractères. Et ici on va indiquer la longueur maximum, on va dire par exemple jusqu'à 50. Donc c'est pas une clé primaire. On peut indiquer si le champ doit être non nul, on pourrait le cocher puisque si on a un client, on souhaitera qu'il ait absolument un nom. Est-ce que c'est unique? On peut très bien avoir deux personnes qui ont le même nom, donc non. Est-ce que c'est une colonne binaire? Non plus. Est-ce qu'on a besoin? Est-ce que c'est unsigned? Non plus. Est-ce que c'est zero file? Non plus. Est-ce que c'est auto-incrémenté? Non plus. Est-ce que c'est une génération de colonnes? Non plus. Donc on peut laisser uniquement cet attribut. Pour le prénom, ça va être exactement la même chose. On va repartir sur 50. Ici, c'est vous qui choisissez la longueur. Donc la longueur, c'est principalement utilisé pour l'espace de stockage, pour la mémoire. Mais maintenant, il y a vraiment pas mal de mémoire, sauf si on a vraiment des grosses bases de données où là, ça peut avoir un impact. Mais ce qu'on va faire, on va quand même utiliser une valeur entre guillemets raisonnable, parce que moi j'ai la fâcheuse tendance à mettre des valeurs assez élevées pour pas trop être embêté, mais là on va utiliser des valeurs un peu plus raisonnables, on va dire 50, et on va rien cocher, on va laisser par défaut. Ensuite on va avoir l'adresse, même principe, varchar. On va indiquer cette fois que l'adresse peut être plus longue, puisque des fois on a des rues, des appartements, des bis, plusieurs éléments dans l'adresse, donc on va laisser par défaut. On va juste ajouter un élément que j'avais pas indiqué, ça va être le code postal. Donc ici, je vais laisser en varchar, c'est un choix, puisque théoriquement, ce sont que des numéros. Mais si on a dans un autre pays, pour X raison plus tard, des codes postaux avec des lettres, eh bien ça pourra poser problème. Donc je vais laisser des chiffres. Ici, encore une fois, c'est des choix qu'on doit faire au moment de la création. Est-ce qu'on va avoir par exemple un commerce uniquement en France, ou est-ce qu'on va avoir un commerce dans le monde entier? À ce moment-là, est-ce que les codes postaux ont des lettres ou pas? Enfin bref, après ça, c'est au moment du cahier des charges. Il faut réfléchir à ce genre de questions. Pareil pour la ville, on va indiquer une ville avec 50. Ensuite, on a le pays, pareil. Le téléphone, je vais utiliser également un varchar. Encore une fois, ça dépend comment va être intégré le numéro de téléphone. Est-ce qu'il y aura des tirets entre les numéros ou non? Si on utilise un style numérique et qu'on a des tirets, eh bien ça va poser problème. Donc il faudra voir comment seront intégrés les numéros dans la base de données. Pour faire simple, je vais utiliser donc un varchar. Et ensuite, on va voir également l'email. Et ça va être également un varchar. Je vais mettre un peu plus long. Imaginons qu'on ait des très longs emails. Ça peut arriver. Hop, donc on va mettre un peu plus long. Et donc notre première table, elle est terminée et elle se trouve ici. Pour le moment, on n'a pas de relation. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer les autres tables et on va pouvoir ensuite créer les relations et je vous montrerai 2-3 détails dans les autres tables que j'ai créées. Voilà, donc j'ai créé mes différentes tables. J'ai donc ici 5 tables qui correspondent à nos clients, nos commandes. La relation entre nos commandes et nos produits se trouve ici. C'est la relation entre commande produit, c'est le nom que je lui ai donné, et nos produits sont liés à des catégories puisqu'ils vont être regroupés, on va dire, sous différentes catégories. Alors ici on a différentes particularités. Pour le moment on n'a pas de relation, mais comme vous pouvez le voir, par exemple ici, j'avais oublié de le préciser, lorsque vous avez un petit symbole ici en vert, ça signifie que j'ai coché non nul. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être nul. Donc on peut voir par exemple que pour la relation, j'ai indiqué que tous les éléments devaient être renseignés puisque je ne me vois pas avec une commande où il n'y a pas de quantité, ou où il n'y aura pas de prix, ou il n'y aura pas de relation avec ID commande et ID produit. Donc tout doit être renseigné par exemple au niveau de ma commande. Un point également important, lorsque l'on renseigne une clé, il faut que toutes les clés aient exactement les mêmes paramètres. Si par exemple j'indique ici que ma clé ID client est unsigned, eh bien ça doit être le cas pour toutes les clés avec lesquelles elle est en relation. Il faut bien faire attention que les clés, lorsque vous faites les relations, eh bien elles aient toutes les mêmes paramètres, sinon ça va poser problème au moment de l'exportation physique. On peut donc voir ici au niveau de commande que j'ai utilisé la valeur datetime pour la date de commande, ce qui va nous permettre de récupérer la date et l'heure de la commande, ce qui sera donc
important. D'ailleurs, j'aurais très bien pu le mettre en note nulle, mais ça sera automatiquement renseigné puisqu'une commande sera forcément liée à une date et une heure. Ici, vous avez peut-être remarqué, il y a un ajout qui a été fait par rapport à l'élément relation. J'ai ajouté ici le prix de la commande alors que le prix se trouve également dans produit. Pourquoi? Si jamais le prix d'un produit est modifié par la suite, eh bien c'est le prix qui sera dans la table produit qui comptera pour une commande qui aurait très bien pu être passée il y a 6 mois. Donc si par exemple mon client commande un produit à 10 € il y a 10 mois, sa facture sera donc de 10 €. Mais si pour X raison le prix évolue à 12 €, eh bien si je ne précise pas le prix auquel il a acheté à l'époque, eh bien désormais le prix affiché dans sa commande sera celui qui se trouve dans le produit et donc 12 €. Donc pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute directement le prix dans la commande et donc le prix du produit. Et donc ça nous permet comme ça de récupérer la bonne information, d'avoir le bon prix qui sera stocké. Donc c'est un type décimal. Donc, généralement les prix sont sous le format décimal. Ici on doit préciser le format décimal, donc 9,2, ça signifie qu'on aura 2 chiffres derrière la virgule et que notre prix peut avoir une longueur maximum de 9 qui comprend les 2 chiffres après la virgule. Autrement dit, on peut avoir 7 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après la virgule, ce qui nous fait bien 9 chiffres. On a ici donc le nombre de chiffres maximum et le nombre de chiffres ici derrière la virgule. Ensuite, comme prévu au niveau du schéma, les différentes clés ont été intégrées dans les tables. Donc on avait ici par exemple pour la catégorie, ID catégorie devait se retrouver dans produit et ça se retrouve bien ici dans produit désormais. On va pouvoir faire la relation ici entre ID catégorie de la table catégorie et celle de produit. Pareil ici pour client vers commande. Donc on a dans commande ici ID client qui a été intégré. On a également date commande qui a été intégré dans la commande, donc dans la table commande. Et pour notre relation plusieurs à plusieurs, on a bien les deux ID qui ont été ajoutés. Donc ID commande qui se trouve ici et ID produit qui se trouve ici pour pouvoir relier les deux tables. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien il va falloir qu'on ajoute, ou plutôt qu'on crée nos relations. Donc pour ça on va aller ici. Je vais donc ici enlever la fenêtre et je vais récupérer l'espèce de petite pipette qui va nous permettre de faire la relation. En fait, moi je trouve que l'idéal c'est directement d'utiliser la pipette qui va créer automatiquement la relation pour nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord cocher, ici on a un petit mot, on doit d'abord cocher la clé étrangère et ensuite aller vers la clé primaire. Autrement dit, si je souhaite faire la relation entre ma table commande et ma table ID, j'ai ici ma clé étrangère, puisque ID client c'est la clé étrangère qui est liée à la clé ID client, qui est la vraie clé primaire qui se trouve dans la table client. Donc je vais tout simplement cliquer ici sur ma clé étrangère et je vais faire un deuxième clic sur la clé primaire et automatiquement on a la relation qui se crée. Donc ici on a une relation 1 à plusieurs. Alors c'est pas forcément très clair comme ça. Donc je vais aller ici sur modèle et on a différents modèles. On a la possibilité en fait de changer le type d'affichage de la relation. Voilà, moi je trouve ça plus clair. Donc 1 à plusieurs. Et on peut voir ici que le logo rouge signifie qu'on a désormais donc une clé étrangère. Vous pouvez d'ailleurs cliquer ici sur index pour voir primary key. Donc autrement dit, il nous indique qu'on a une clé primaire qui se trouve ici. Et si on passe dessus, il nous indique quelle est la clé. Et maintenant, comme on a une clé étrangère, et bien la clé étrangère, si on passe dessus, il nous indique quelle est la clé étrangère. On va faire la même chose pour les autres relations. Donc on avait ici notre clé étrangère, ID commande. Et on va donc ici cliquer sur ID commande. Ça va donc nous faire notre relation. Pareil pour ID produit vers la table ID produit. Et on avait donc ici ID catégorie vers ID catégorie. Voilà, donc on vient de créer notre modèle logique. Et maintenant, on va pouvoir le transformer en modèle physique en le transformant directement avec le logiciel. Et on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc si vous souhaitez enregistrer le modèle que vous venez de créer, il suffit ici d'aller dans File et ensuite bien entendu, comme pour n'importe quel logiciel, de le sauvegarder. On va par exemple l'indiquer sur le bureau, on va indiquer commerce et je vais l'enregistrer. Donc ça a pris forme au niveau du modèle logique et maintenant on va pouvoir le transformer. On a ici les différents types qui ont été renseignés et on va pouvoir le transformer en modèle physique et l'ajouter directement dans notre logiciel que l'on va utiliser pour faire la base de données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.